Alors qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est quoi? C'est uniquement la gestion de la culture associée à l'économie. C'est ce qu'on appelle la politique. Et quand on se limite à cette expression ou à ce concept, je pourrais dire que tout le monde fait de la politique, mais chacun à son niveau. Et dans la politique politicienne, par contre, c'est ce que moi je ne veux pas. Parce que la politique politicienne est une politique où on a des actions qui ne dépendent pas de vous, où on est à certains moments obligé de dire des choses que l'on ne va pas suivre parce qu'il faut suivre une ligne de conduite ou un idéal qui n'est pas forcément celui que vous voulez, mais que tout un groupe, qu'on appelle parti politique ou association, enfin un regroupement de personnes ont décidé. C'est un petit peu la difficulté que j'ai à cause de, je dirais, mon fort tempérament d'indépendant et de goût de liberté. Voilà. Mais sinon, la politique, tout le monde en fait. Même dans la famille, au niveau des enfants, on fait beaucoup de politique. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire que je suis content qu'on ait enlevé mon frère. Mais vu la situation que nous avons tous vécue en tant que Gabonais, il n'était plus possible de continuer sur cette ligne. Donc, ce n'est pas un sentiment de joie, mais c'est plutôt, je dirais, un sentiment de réconfort pour les Gabonais, pour la nation, hein, et que cette chose soit arrivée parce que mon frère, de toute façon, tout le monde aujourd'hui le sait, et même bien avant, n'était pas du tout aux commandes. Et on ne peut pas être aux commandes d'un pouvoir et ne pas l'exercer. Et dans ce cas-là, il est préférable de le laisser. Et d'ailleurs, la réaction de mon oncle, général Boniface Assélé, qui a été candidat, c'était juste dans le but de faire réagir toutes les populations, faire comprendre que nous, même la famille, n'avait plus le contrôle, hein, ou le contact même du frère ou de son neveu. Donc à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, comme a qualifié un petit peu, je pense, le président de la transition, c'était un coup de paix qu'on a eu. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour la nation, même si c'est mon frère qui a été déposé. Et avec lui, je l'espère, le système entier. Écoutez, elles viennent d'arriver. Ce que je pourrais dire, vous savez, au sein du parti CLR que j'ai plus ou moins soutenu, on avait parlé de grands remplacements. Il a l'impression que, et c'est mon impression d'ailleurs, que la situation n'est pas maîtrisée, que l'on va un petit peu dans tous les sens, c'est un peu difficile. On se demande si ce n'est pas seulement un changement de peau et qui vraiment réellement est derrière. Bon, alors on a dit Pascaline Bongo, je peux vous garantir qu'il n'y va rien du tout. Hein. Ce n'est pas du tout elle. D'ailleurs, depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, elle n'est en charge de rien. En charge de rien. Mais effectivement, vous voyez, les gens sont restés sur l'espèce de système soi-disant Bongo PDG. Mais le système Bongo PDG, ce n'est pas les enfants Bongo. Et ce n'est pas du tout Pascaline Bongo. Donc ce n'est pas une position de défense de ce système, mais c'est juste pour dire que le Gabon, le système s'est mis en place, c'est toute une nation, c'est toute une équipe qui n'a rien à voir avec les enfants Bongo. Le fait que Ali Bongo soit au président ne veut pas dire que les enfants Bongo sont au pouvoir. D'ailleurs, on a souffert la même galère que tous les Gabonais ces 15 dernières années. La preuve, personne n'était à côté de lui. Donc, c'est un système qu'il faut qu'il change. Hein, la transition doit absolument s'atteler à le changer. Et le changer, c'est les hommes. Ce n'est pas les institutions. C'est les hommes. Le changement de système, c'est les hommes. Et donc, en commençant par des espèces, entre guillemets, d'idéologie que les partis ont. Nous avons été, je dirais, 55 ans sous
le parti PDG, donc l'influence ou l'idéologie PDG. Et quand je vois ce qui se passe encore, nous sommes encore sous cette idéologie, de par les hommes. Maintenant, est-ce que les hommes qui étaient de ce parti ou de cette idéologie, en se mettant avec la transition, ont changé de logiciel et vont faire autrement? Ou, je dirais, les mauvaises habitudes perdurent et vont se remettre en place? Là est la question. Mais à première vue, accordons un peu de temps. Sinon, nous sommes dans un grand chamboulement actuellement. Un grand chamboulement et nous attendons de voir ce qui va sortir de là. Écoutez, comme tous les Gabonais, on veut un changement radical. Un changement radical, comme je vous disais, d'abord les hommes. Vraiment les hommes. J'espère que la transition, si elle utilise des anciennes têtes, c'est pour mieux préparer les élections qui vont nous amener vers de nouvelles têtes. Et il est temps que les générations futures prennent les commandes. Et que ceux qui sont en place fassent la passation, qu'ils le veuillent ou pas. Voilà un petit peu ce que j'attends, moi, de la transition. Mais personnellement, je n'attends pas de poste spécifique. Moi, je compte m'atteler à apporter ce que je peux sur le plan caritatif aux Gabonais en essayant d'utiliser les relations que j'ai et surtout me concentrer sur une seule chose, c'est essayer de revaloriser le nom de mon père qui, durant 15 ans, a été mis de côté, bafoué, je dirais oublié par le système qui était en place, noyauté, où mon frère se retrouvait là-dedans. Donc voilà un petit peu mon objectif dans les, je dirais, 4-5 prochaines années. Bon, vous savez, ça c'est un geste pour pouvoir encourager les gens à résister à la situation dans laquelle nous vivons. Okay? Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça apaise les gens qui, eux, souffrent, n'ont même pas de quoi manger dans leur assiette chaque jour. Ouais. Ça montre sa solidarité, sa compassion à la souffrance des Gabonais. J'aurais bien voulu faire cela, mais moi, je suis homme d'affaires. Donc, je n'ai pas de salaire, je dépends de ce que je gagne chaque jour. Mais comme je vous disais, je vais me concentrer sur une action qui est caritative, et notamment autour de la fondation Omar Bongo Ondimba, pour aider les Gabonais dans la culture, dans l'éducation et l'environnement. Et je suis en train de voir comment mettre les choses en place, mais je vous garantis d'ici 3-4 mois, je vais m'atteler à ce que le nom de Omar Bongo Ondimba ne soit plus oublié, malgré le fait que personne ne soit parfait, mais il a quand même fait beaucoup de choses que les Gabonais reconnaissent. Et il est temps quand même d'essayer de montrer cela aux générations à venir, qu'il y a quand même eu quelqu'un qui a géré le Gabon autrement. D'abord, c'est un combat, vous savez, la guerre des cultures, que j'appelle guerre des cultures ou lutte des cultures, est une lutte qui ira jusqu'à la fin de l'humanité. Oui, parce que de ce monde, la seule bagarre qu'il y a, c'est la bagarre des civilisations. Donc c'est un combat sans fin. En termes de résultats, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas perceptible parce que je ne l'ai pas mis au vu au-dessus de tous. Mais depuis des années, c'est un combat que je mène, qui avance bien. Et comme je vous disais, à partir d'ici 3-4 mois, je pourrai vous montrer les résultats, qui sont des résultats probants. Notamment au moment de l'ouverture du mausolée Omar Bongo Ondimba, il y a tout le pan culturel qui est avec moi va être exposé. Sur le plan rituelique, sur le plan culturel, sur le plan cultuel, tout cela est aujourd'hui, entre guillemets, thésaurisé dans mes locaux. Okay? Parce que les 15 années que nous venons de passer étaient très difficiles de s'exprimer.
j'avais peur des interprétations ou de mauvaises connotations autour du président déchu. Donc je me suis retenu. Mais j'ai quand même préparé tout cela et ça va être mis au vu, au su de tous dans les prochains mois. Vous pourrez apprécier ces résultats. D'ailleurs, je vous inviterai personnellement. Merci beaucoup déjà d'avance. Ouais. Où le roi s'appelle Michel Ladjouri, le 13e roi de ce royaume, qui est basé au Congo, dans la ville de Okoyo. Actuellement, j'ai lancé une action sous son autorité, avec le gouvernorat, pour répertorier tous les rites et croyances existantes qui sont dans le Haut-Togo, pour essayer de les identifier, canaliser et faire valoriser. Parce qu'il y a beaucoup de Nganga, il y a beaucoup de gens qui disent on sait faire ceci, on sait faire cela. Et aujourd'hui, sur le Gabon, personne ne peut accréditer ou invalider tel ou tel rituel. Oui. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Mais les rites les plus connus, entre guillemets, mais qui ne sont pas les plus pratiqués, c'est le Njobi, c'est les Sumbu, oui, pour les femmes par exemple, c'est le Ngala, c'est le Nkira, c'est le Mbonebie, il y en a plusieurs. Bon, évidemment, ils ne sont pas pérennisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'influence occidentale avec l'introduction du christianisme ou de l'islam. La première des choses de ces religions, qui ne sont pas des croyances morales, a été de diaboliser tous nos rites, toutes nos croyances, qui elles ne sont pas religieuses, mais sont basées sur la moralité, l'organisation de la société. Le Né Congo, c'est une association internationale. Ouais, aujourd'hui, nous sommes basés sur une quarantaine de pays qui fait appel aux ressentissants du royaume Congo, hein, qui partait depuis l'Angola jusqu'en RDC, qui couvrait toute la zone bantou centrale. Et donc cette association, au niveau du Gabon, parce que moi je suis le conseiller général au niveau international, et au niveau du Gabon, il y a une fédération qui est dirigée par la déesse Melviva, qui se porte bien, et d'ailleurs je les encadre. Et il y a des manifestations qui sont prévues au cours de l'année prochaine, aussi bien localement que sur le plan international. C'est une association qui se porte bien, qui a pris 3 ans pour d'abord s'implanter dans le monde entier, avant de commencer à lancer des activités sur le plan international, ou sur le plan, je dirais, médiatique et événementiel. Le temps de consolider la structure sur le plan organisationnel, sur le plan structurel. Je vais parler de la zone Afrique centrale. Le Gabon est dedans, obligatoirement. Le Gabon est dedans, le Cameroun est dedans, le Centrafrique est dedans, la Guinée équatoriale, le Congo, les deux Congos, l'Angola. Je ne sais pas si ça touche le Burundi, c'est pas sûr, mais voilà un petit peu le Tchad, voilà un petit peu la grande zone des Né Congo. Il y a des fédérations. Dans chaque pays, il y a une fédération. Et toutes ces fédérations font partie de l'association internationale Né Congo, qui elle est basée en RDC. Mais d'abord, c'est un cadre de retrouvailles et de défense de culture et de civilisation. Et derrière, c'est de revaloriser ce royaume que l'on ne parle pas beaucoup, qui est le royaume Congo, dont on a beaucoup négligé, et on parle beaucoup du royaume bantou. Le royaume bantou, ça ne veut pas dire grand-chose en tout cas, le royaume bantou. Vous voyez, parce que les bantous, c'est plusieurs communautés. C'est surtout le royaume Congo, plutôt que le royaume bantou. C'est ça. Donc c'est la perversion de, je dirais, pas nos colonisateurs, mais
des intrus qui sont venus et qui ont décidé de dire ce qu'ils veulent à leur manière. Donc les Né-Congo essaient de corriger et de remettre la vérité en place et de dire les choses comme elles étaient réellement. La première des choses, il faut d'abord se battre sur le plan international. Si on reste cloisonné au niveau du Gabon, ça ne va pas avancer. Je prends un cas concret, par exemple pour le Ndjobi et le Mvet. Je suis en train de travailler avec un groupe d'experts pour le faire reconnaître comme étant des patrimoines immatériels culturels de civilisation bantou reconnus par l'UNESCO. À partir du moment où c'est reconnu par l'UNESCO, ce sera reconnu par le monde entier. Aujourd'hui, si vous partez parler d'une Ndjobi en Angleterre, on vous dira non, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Mais à partir du moment où ça rentre dans les tabloïds de l'UNESCO ou de l'ICESCO, la branche, je dirais, islamique de la culture, mais tout de suite, partout où vous irez, vous parlez de ça, celui qui ne connaît pas, vous lui dites allez sur le net, regardez l'UNESCO, dès qu'ils voient ça, tout de suite, ils vous font confiance et ils vous croient maintenant. Donc il faut une crédibilité internationale. À partir de là, sur le plan national, ce sera très facile. Parce que vous savez, aujourd'hui, lancer des temples Ndjobi dans des régions hors Ottogoué, ça va être très mal perçu. Comme étant peut-être une annexion ou de l'imposture, alors que non. Mais si c'est reconnu par l'UNESCO, ben personne ne peut vous empêcher. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mixture de toutes les tribus qui se retrouvent un peu partout. Vous mettez un temple Ndjobi à Oyem, il y a des peuples Téké là-bas, Batéké là-bas, qui pourront y aller. Vous mettez un temple Mvet à Chibanga, il y a des Fang là-bas, qui pourront y aller. Vous mettez un temple Miéné à Franceville, il y a des Miénés là-bas, pour qu'ils puissent garder leurs pratiques, leurs croyances. Or, souvent, quand on se déplace, on se retrouve pas perdu, mais un petit peu déboussolé sur le plan spirituel, parce que vous ne sentez pas vos ancêtres proches. Alors si vous allez à Paris, que vous avez un temple Ndjobi là-bas, ben vous vous sentez comme si vous étiez au village. À moindre pépin, vous pouvez vous rendre à ce temple-là pour vous ressourcer, pour vous requinquer, pour reprendre de l'énergie et aller recombattre sur le terrain. Comme je vous disais tout à l'heure, la lutte des cultures, elle ira jusqu'à la fin de l'humanité. Partout où on va, on est en conflit culturel toujours. Et souvent, on se retrouve à faire du mimétisme. Il est temps d'essayer de voir comment aider nos différents ressortissants de nos civilisations à mieux combattre cet état des choses. Alors c'est un ouvrage que j'ai écrit avec un ami très proche, Bertrand Febetiou, qui est camerounais. Alors c'est un ouvrage qui parle un petit peu de la vie et qui apporte des conseils sur les différents secteurs dont les Occidentaux souvent nous montrent, comment dirais-je, une approche qui n'est pas du tout bantou. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde pense que le contraire de la vie, c'est la mort. Alors que la vie est une période qui va de la naissance à la mort. Donc une période ne peut pas avoir comme contraire un fait. Le contraire de la mort, automatiquement, est la naissance. La mort étant la fin, le début, c'est la naissance. Mais le monde entier pense que le contraire de la vie, c'est la mort. Oui? Et ça, c'est ancré dans toutes les têtes au niveau social. Or, le but, c'est d'arriver, dans ce livre, on parle un petit peu de toutes ces choses-là à la manière, vue d'une manière, celle de Bertrand et moi. Et en fait, c'est un livre qui essaye de vous amener à changer de nature de vie. Parce qu'on parle beaucoup de... Vous savez, quand on dit changement de mentalité, le changement de mentalité n'est pas possible. Pourquoi? La mentalité n'est qu'une résultante. La résultante de votre éducation. Si quelqu'un a une telle mentalité, c'est le résultat de son éducation. Mais vous voulez changer le résultat comment? Donc, changement de mentalité, ce n'est pas ça le terme.
c'est changer de nature de vie. La nature de vie, c'est votre modèle de vie et votre modèle d'existence, basé sur votre culture et sur votre culturel. Donc, il faut s'appuyer sur ça pour changer. Donc si on veut changer de mentalité aux gens, eh bien, il faut changer la façon d'éduquer les enfants. Ceux qui sont maintenant, vous ne pouvez plus changer leur mentalité. Il est trop tard. Donc, il ne s'agit pas de dire aux gens, changer de mentalité, ils le changent. Non, ça ne changera pas. Il faut aller à la source, vers les enfants, changer leur mode de vie, leur nature de vie, non, le mode de vie et le mode d'existence. Et à partir de là, vous aurez le changement de mentalité. Et c'est un petit peu tout cela qu'il y a dans ce livre. Très simplement, c'est les affaires. À l'occidental, c'est quoi? C'est le profit. Les affaires, c'est l'argent. Okay? Même s'il faut que je te roule, je gagne de l'argent, j'ai fait mes affaires. Et quand, pour ne pas citer les grandes civilisations, les grands États, les grands pays viennent nous faire du gagnant-gagnant, je dis, ben, attention, on fait une business, toi tu gagnes 100 francs, moi je gagne 1 milliard, et tu me dis gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant, mais est-ce que c'est le même montant? Il faut parler équité, égal. Vous n'allez jamais voir un État qui va venir, voilà, nous avons fait un partenariat égal. Ce n'est pas possible. Parce que souvent, les gens se mettent au-dessus. Les affaires, l'approche bantou est basée sur quoi? Est basée d'abord sur la connaissance de la personne. Moi, je ne fais pas d'affaires avec quelqu'un si je ne connais pas sa femme, ses enfants, son père, sa mère, sa famille. C'est d'abord une question de confiance. Vous voyez, les affaires chez les bantous, c'est d'abord une question de confiance. Et après, on fait les affaires. De telle sorte que même si on a un problème, okay, je peux voir tes parents pour régler ça. Et ça me pousse à bien me comporter parce que mes affaires que je fais avec toi, mes relations vont au-delà de ta personne. Je connais ta mère, je connais ton père, je ne peux pas me permettre de te rouler. Si je te roule, ça va me faire mal parce qu'il y a ta mère qui est autrement. Même si tu te comportes mal, je connais bien ta mère, je connais ton père, je connais ton fils, ta femme, je vais tout faire pour te canaliser. Et dans les affaires chez les bantous, eh bien, on intègre les défauts de l'autre. Si tu sais qu'il est kleptomane, eh bien, tu ne lui laisses pas la possibilité de te voler. Si tu sais qu'il est flambeur, tu ne lui laisses pas la possibilité d'avoir l'argent. Mais tu continues à faire les affaires sur tous les autres domaines. Il faut connaître les défauts de l'autre. Et pour connaître les défauts de l'autre, il ne va jamais te le dire. Si tu connais son père, sa mère, ils vont te parler de lui et tu auras ses défauts. Et à partir de là, vous sécurisez les affaires facilement. Et ça devient fluide, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez vous connaître par les parents, okay, et vous avez les moyens de faire pression sur lui. Il suffit de parler à sa femme, à son père, à sa mère, son défaut, il le calme envers vous. Oui, ils sont disponibles au 9 étages à ma propre agence de vente. Et je suis en train de... J'ai rencontré dernièrement le directeur général de la Maison de la Presse qui est prêt à tous les prendre. On a une séance de travail certainement la semaine prochaine. Tous mes livres seront à la Maison de la Presse, certainement à partir du mois prochain. Absolument tous. Il y en a une quinzaine sur les 40 que j'ai écrits. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'était un homme très spécial, vous savez, et qui accordait plus d'importance à son pays qu'à sa famille. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il mettait son pays avant sa famille. Parce que pour lui, sa famille, à partir du moment où il leur a donné les moyens de s'organiser, de vivre, il ne s'en occupe plus. Ce qui est logique, vu la tâche ou la position qu'il occupait. Et ça, et ce que j'ai beaucoup apprécié de lui, alors c'était un concept que très peu de gens peuvent comprendre. Il me disait toujours, Anissé, je donne l'argent aux gens que je n'aime pas. Et je ne donne pas d'argent aux gens que j'aime. Parce que j'allais poser la question, mais tu ne me donnes jamais d'argent. On travaille tous les jours, tu ne me donnes pas d'argent. Et il me dit, ceux à qui je donne l'argent,
c'est pour qu'il parte faire la Java, dépenser cet argent et qu'il me laisse travailler. Mais toi qui travailles avec moi tous les jours, si je te donne l'argent, tu vas aller faire la Java. On ne pourra pas travailler. C'est quoi, je ne t'en donne pas, j'ai besoin de toi ici. Vous voyez, c'est un concept qui est très fort. Donc, et à mes enfants et à tous ceux qui sont autour de moi, je ne donne pas beaucoup d'argent parce que j'ai besoin d'eux autour de moi. Et, par contre, je mets à leur disposition tout ce qu'ils ont besoin, mais pas d'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, tout de suite, on a envie de le flamber. Et la société autour ne vous permet pas de garder même cet argent ou d'économiser. Il y a des dépenses tout le temps. C'est comme dirait-on, il y a le diable dans la poche dès qu'il y a l'argent dans la poche. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié de lui, que très peu de gens connaissent. Ben écoutez, c'est juste vous remercier et espérant que j'aurai l'occasion de parler ainsi avec d'autres médias parce que je me suis décidé de défendre le nom, le patronyme Bongo Ndimba et notamment Omar Bongo Ndimba parce que bon, j'estime que les autres, chacun peut se débrouiller et d'essayer de défendre sa mémoire, montrer ce qu'il a fait et essayer de faire connaître quel homme c'était à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. D'ailleurs, j'ai un livre spécialement écrit sur lui et sa femme, Maman Edith, qui, quand je vais publier, je pense, va intéresser beaucoup de gens pour connaître quel homme c'était.